Donc la conférence de presse est maintenant enregistrée, puisque j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, excusez-moi. Donc il manquera juste la petite présentation. Voilà, je voulais expliquer pourquoi ce projet de partenariat entre l'AFLD et le Festival local Les Templiers est apparu cette année. Donc en fait, c'est dès l'année 2008 que le Festival des Templiers a eu le privilège de recevoir les visites des contrôleurs antidopage de l'Agence française de lutte antidopage qui était très nouvellement créée. Cette même année, 2008, c'est celle où Christophe Basson a été présent pour la première fois sur cet événement. L'ancien cycliste intervenait alors pour témoigner sur les risques du dopage dans le domaine du trail. Autant dire que les liens du Festival des Templiers et de l'antidopage ne sont pas nouveaux, car l'éthique sportive est un point très sensible pour Gilles Bertrand et moi-même, après avoir passé plusieurs décennies à observer l'athlétisme de haut niveau et ses malheureuses dérives. Au point que depuis 2015, j'ai choisi d'orienter mon travail de journaliste exclusivement sur l'information antidopage en France et à l'étranger à travers le site internet sp15.fr. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu voir se concrétiser un projet qui apparaît très étonnant, celui d'un partenariat entre le Festival local Les Templiers et la FLD. Ce partenariat vise à mettre en avant la politique de prévention menée par la FLD afin de donner des informations pertinentes aux participants du festival à travers la présence sur un stand au sein du Salon du Trail. Sur le plan des contrôles, pour cette édition, notre souhait est évidemment celui d'un nombre plus important de contrôles, en particulier sur les épreuves dotées de primes. Ceci n'est pas nouveau puisque depuis plusieurs années, nous adressons un courrier au secrétaire général pour solliciter la venue de préleveurs antidopage. Toutefois, il s'agit de simples demandes puisque la décision d'effectuer des contrôles sur site relève exclusivement de la compétence de la FLD. Le Code du sport interdit en effet en France que l'organisateur d'un événement soit décisionnaire de contrôle. L'engagement du Festival local Les Templiers envers l'antidopage s'étoffe encore cette année dans un contexte de professionnalisation accrue de la discipline du trail. Voilà, maintenant, Jérémy Roubin, donc le secrétaire général de la FLD, va expliquer pourquoi la FLD a souhaité s'engager dans ce partenariat. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation et cette introduction, chère Odile. C'est vrai que pour nous, c'est un véritable plaisir cette année de pouvoir afficher ce partenariat, comme on le disait à l'instant, assez inédit, peut-être pour certains inattendu, tant on n'a pas forcément l'habitude de voir organisations antidopage, organisations sportives aussi impliquées et aussi intriquées dans leur engagement en faveur d'un sport propre. Mais pour nous, c'est réellement un plaisir parce que ça permet, dans le cadre d'une stratégie qui a quand même été initiée maintenant depuis plusieurs années par la FLD, de montrer à quel point, pour nous, l'antidopage fait partie pleinement du sport et de la pratique sportive. Et c'est un sujet qui doit être abordé, pleinement traité et qui doit être au cœur même de l'engagement sportif. Donc, c'est toujours intéressant et utile pour la FLD de rappeler ce message au cœur même des événements sportifs. Et donc pour nous, c'est d'autant plus un plaisir que le Festival local Les Templiers, c'est quand même un événement sportif qui a une renommée bien ancrée maintenant, qui a un engagement ancien et constant en faveur d'un sport propre. Et donc, tout le mérite de ce partenariat revient aux organisateurs de cet événement. Il faut leur rendre cet hommage. Et on était très heureux d'avoir cette proposition et de répondre présent pour justement initier quelque chose, pour l'instant, il faut le dire, qui était assez inattendu pour nous, inédit, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude également de montrer un autre visage de la FLD qui n'est pas seulement son visage répressif. On sait à quel point c'est nécessaire de mettre en avant les missions de contrôle, d'investigation maintenant, de sanctions le cas échéant. Évidemment, c'est aussi une des missions historiques de la FLD. Et c'était aussi l'occasion de montrer un autre visage de la FLD sous l'angle de la prévention, l'éducation, la sensibilisation de manière générale du public à la question de l'intégrité sportive et plus particulièrement de la lutte contre le dopage. Donc pour nous, voilà, c'était vraiment une bonne surprise, une belle surprise et on espère que ce partenariat aura l'écho attendu pour favoriser les messages en faveur du sport propre. Le fait qu'on soit dans une discipline qui effectivement a connu un fort développement, on va dire, au cours de la dernière décennie, en tout cas vraiment une montée en puissance désormais inexorable ces dernières années, a fait que pour toutes les organisations antidopage et particulièrement la FLD, l'idée était d'accompagner aussi le développement de cette discipline avec,
on le sait tous, une pratique de plus en plus visible, avec aussi des incitations financières de plus en plus fortes. Et donc, compte tenu des caractéristiques propres à cette discipline, des vulnérabilités au dopage, on le sait, comme dans toute discipline sportive, il est donc important que les organisations antidopage ne soient pas absentes et soient bien présentes, certes à travers leur préleveur antidopage, ça a été évoqué historiquement, c'était la présence plus connue de la FLD, mais aussi, et c'est ce qui est nouveau cette année, à travers une présence en matière d'éducation et de sensibilisation antidopage. Donc ça se concrétisera de différentes manières, une présence, j'allais dire, physique, et c'était important au contact de ceux qui participeront directement à l'événement ou qui accompagneront les participants à l'événement à travers un stand naturellement et la présence de représentants de la FLD, mais aussi à travers le colloque où Damien Ressio, qui est donc directeur de développement de l'agence, en binôme avec Christophe Basson, pourra sensibiliser, évoquer et sans doute débattre de la question de la lutte et de la prévention antidopage. On a aussi voulu être un petit peu nouveau et réserver des choses inédites pour ce partenariat et cette participation. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons le plaisir de développer pour la première fois et de présenter au public pour la première fois un outil pédagogique, j'allais dire, de sensibilisation qui a été développé par le Fonds de dotation pour un sport propre, hein, qui est un fonds de dotation qui implique notamment la FLD, mais aussi le partenaire qui est le Crédit Mutuel. Et ce fonds de dotation, il a particulièrement développé un outil relatif à la sensibilisation antidopage. C'est en fait une expérience en réalité augmentée qui permet à travers un QR code aux participants, très simplement à travers un outil qu'on a de plus en plus dans la main, de découvrir des conseils de sensibilisation, notamment sur la risque de consommation, soit de produits clairement interdits, ça on le sait, mais aussi de produits tout à fait autorisés en tant que tels, mais dont on sait qu'ils peuvent présenter des risques ou pour lesquels il faut des alertes, en tout cas, puisque pour nous, l'objectif, c'est que les sportifs soient parfaitement informés pour pouvoir librement faire leur choix par la suite et savoir où se placent les limites et où eux-mêmes placent leurs limites. Donc c'est très important pour nous en matière de sensibilisation, d'éducation, que chacun ait le bon niveau de connaissance pour se positionner et pour connaître les règles. Voilà, c'était l'objectif de ce partenariat. J'espère qu'il sera pleinement rempli. Vous dire qu'aussi pour nous, c'est intéressant d'arriver dans une discipline sportive qu'on connaissait bien évidemment à travers les contrôles. Hein, je le disais, on s'est de plus en plus développé en matière de contrôle dans le trail, puisqu'on a accompagné cette montée en puissance, mais aussi d'aller à la rencontre d'un public dont on sait qu'il est globalement plus sensible et sans doute mieux sensibilisé aux enjeux de l'intégrité sportive par rapport à d'autres disciplines sportives, où il y a même des attentes qui s'expriment. Effectivement, on est heureux chaque année de recevoir un courrier qui nous demande des contrôles antidopage, parce qu'on le prend aussi comme une attention toute particulière à la lutte contre le dopage. Donc pour nous, c'est un point très important. On veut offrir maintenant le deuxième volet, qui est le volet préventif, que je viens de décrire. Si j'en reste aussi à la question des contrôles, effectivement, pour l'instant, ça a été très bien rappelé par Odile Baudrier, on a un système où les organisateurs sportifs qui voudraient s'engager davantage dans la lutte antidopage n'ont pas forcément les moyens, dans une logique partenariale, de participer aux frais de contrôle antidopage, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est peut-être une évolution qui arrivera un jour, qui permettra de renouveler le partenariat avec les organisations sportives, parce qu'évidemment, plus on est aidé pour faire des contrôles en compétition, plus on peut allouer des nouveaux moyens pour les contrôles hors compétition. Et on sait à quel point, dans des disciplines d'endurance particulièrement, c'est un enjeu stratégique. On en fait déjà, on pourrait en faire plus. Donc peut-être qu'un jour, on pourra, je l'espère, encore renforcer notre partenariat. Mais d'ores et déjà, pour nous, c'est une belle avancée cette année et on est très heureux d'être dans ce bateau commun en faveur d'un sport sans dopage. Voilà, merci Monsieur Roubin. Je voulais d'ailleurs en profiter pour projeter le dossard qui sera remis à tous les concurrents, qui affichera un langage, attendez, excusez-moi, qui affichera donc le message fort. Donc, je ne sais pas si c'est visible ou pas. Donc, en fait, en baseline sur tous les dossards, il y aura un slogan affiché qui sera donc le slogan avec AFLD pour un sport propre. Voilà, maintenant je donne la parole donc à Christophe Basson pour expliquer sa présence lors de ce colloque. Oui, bonjour à tous. Déjà, content d'être là, content d'être présent aussi au Festival local et Templiers. Alors c'est vrai que l'histoire est date. Moi, quand Odile m'en a parlé, j'ai dit oui de suite. J'ai dit oui de suite, mais pour plusieurs raisons. C'est que déjà, j'œuvre un petit peu dans la lutte contre le dopage, dans la prévention, etc. depuis pas mal d'années, mais il y a plus que ça en fait. Je vous cache pas que j'ai été, sincèrement, je parle franchement là-dessus, assez touché l'année passée par des critiques, souvent faciles ou autres, d'organisateurs qui
envers des organisateurs, dont justement les organisateurs du festival, où on essaie de faire des choses, malheureusement des fois la loi ne nous permet pas de faire comme on voudrait faire, et on se retrouve parfois face à des murs. Moi ce que je sais, c'est que depuis 20 ans, plus de 20 ans qu'on se connaît, je crois qu'il y a toujours une intention. On a souvent eu des discussions, des fois compliquées, à essayer de trouver des solutions face à une problématique, et à côté de ça, une réglementation qui ne permet pas de faire ce qu'on voudrait faire. Et moi, je connais les intentions, et donc je suis vraiment ravi, je le dis clairement, d'être associé à cette conférence et à l'organisation, bien sûr, la FLD, avec qui on travaille régulièrement, et également, bien sûr, l'organisation du festival local des Templiers. Alors, moi, l'intention, c'est pas vraiment une intention, mais moi, si je peux apporter quelque chose durant cette conférence, je pense que c'est toute mon expérience depuis 25 ans, avec une approche d'une part, en tant que cycliste professionnel, qui a vécu ça de l'intérieur et qui a vu de nombreuses personnes finalement arriver avec des valeurs, de vraies valeurs, vraiment des valeurs intègres, et qui au final, au fil du temps, ça a été acculturé un milieu qui a fait qu'ils les ont amenés vers le dopage. Je connais le trail maintenant depuis plus de 20 ans, je vois l'évolution telle qu'il est. Je pense qu'il y a réellement besoin de prendre en main cette problématique qu'est le dopage, de par l'évolution du trail en lui-même. Alors moi j'adore le titre Ensemble pour un sport propre, mais quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble. Ça veut dire que si on veut aller vers un sport propre, si on veut évoluer, eh ben, il y a les organisateurs, il y a les sportifs, il y a la FLD, il y a des gens comme moi qui investissent, mais il y a aussi vous les médias, il y a tous les pratiquants, il y a tout le monde qui doit y aller, et qui doit aller peut-être vers une direction qui, à mon avis, n'est pas la bonne pour l'instant. Alors ça, on aura l'occasion de développer, je pense, pendant la conférence, mais voilà, moi j'interviendrai plutôt sur ce qu'on appelle la prévention primaire. Prévention primaire, vous savez, en prévention, il y a 4 niveaux. La primaire, globalement, on empêche la personne d'avoir envie de se doper. Secondaire, elle a envie, on évite qu'elle le fasse. Et la tertiaire, elle a fait une fois, on évite qu'elle le refasse. L'idée, c'est comment amener un sportif, un individu, à ne pas avoir une démarche de conduite dopante. Et je vais même plus large que dopage, parce que rentrer dans une conduite dopante peut vous amener un peu plus tard à entrer dans une problématique de dopage. Et là, comment? Eh bien, voilà, il y a un tas de critères sur lesquels on peut travailler. Vous savez, quand on fait de la prévention, on travaille sur 3 niveaux. Si on prend l'exemple du dopage, il y a le produit en lui-même, il y a l'individu, il y a l'environnement de l'individu. Et comment, nous, en tant qu'individu, on peut travailler sur ces 3? Alors, je ne vous cache pas que le produit en lui-même, c'est compliqué, parce qu'un produit dopant est un produit dopant. Ça veut dire que si vous le prenez, vous serez plus fort. Et ça, c'est indéniable, on ne peut pas faire comme ça. Alors, on peut jouer sur le long terme, mais vous savez que pour beaucoup de gens, le long terme, finalement, on n'y croit pas beaucoup. On nous dit ça ne nous arrivera pas à nous. Donc, voilà. Mais par contre, il y a 2 points sur lesquels on peut largement travailler, c'est tout le côté individuel et environnement. Parce que vous savez, quand je regarde aujourd'hui le trail, je donne juste un exemple, on parle de médias, on peut parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez, vous inscrivez pour un ultra, déjà tout le monde vous félicite parce que vous êtes inscrit à un ultra, d'accord? Donc c'est dire déjà, on doit se dire, mais pourquoi finalement les gens font ces courses-là? Et c'est là-dessus peut-être qu'il faut commencer à travailler pour savoir quelle est la mentalité et la motivation des gens dans le trail. Et ça, on fait déjà de la prévention. Parfois, la prévention primaire, quand on fait la prévention primaire, souvent on fait la prévention à une déviance sans en parler de la déviance. On travaille sur plein d'autres aspects. Donc voilà, c'est un peu pour essayer d'amener cette petite note, je dirais, d'à côté, comment on peut travailler ensemble. Que moi, voilà, je suis réellement ravi de pouvoir intervenir à l'occasion du festival. Et en même temps, je pense, identifier aussi parfois certaines contradictions et certaines difficultés aussi que peuvent rencontrer aussi bien des entraîneurs, des sportifs que des organisateurs, et comment finalement avec ce que l'on a en main, les outils que l'on a en main, on peut essayer d'être le plus efficace possible. Sachant qu'une fois de plus, je veux dire, on a beau avoir des outils, on a beau avoir plein de choses, ce qui prime et ce qui fait la différence, c'est l'intention. Est-ce qu'on a réellement l'intention de faire des choses ou on n'a pas l'intention de le faire? Et ça, je parle à tout niveau. Je ne parle pas que d'organisateurs, que de la FLD, que des gens qui œuvrent ou qui travaillent là-dedans. Parce que bon, moi, par exemple, je suis conseiller régional antidopage en Nouvelle-Aquitaine. Que ça veut dire? Mais moi, sur cette mission, j'ai de la prévention, mais j'ai également à côté, je lutte contre les trafics de produits dopants. Donc ça, c'est une mission également typée judiciaire, où le but, c'est pas aller chercher le dopé, mais c'est aller chercher le dopeur. Donc voilà, essayer de faire un petit le tour et j'espère échanger énormément sur cette problématique qui me tient à cœur. Merci. Voilà, je pense que la conférence s'annonce passionnante. Donc, on va prendre les questions, si vous voulez bien. Je ne suis pas très familière des conférences en visio. Levez la main, je crois, pour que je puisse ouvrir les micros. Je crois que c'est comme ça que je vais faire.
Oui. Loïc X qui veut prendre la parole, je crois. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, du coup, Loïc pour le journal de Millau, hebdomadaire local à Millau. Pourquoi le partenariat avec la FLD s'est pas fait plus tôt? Eh bien, moi, je peux répondre pour dire que, en fait, je n'ai jamais eu l'idée de proposer un partenariat à la FLD. Je pense que c'est le premier partenariat que la FLD signe, donc je n'avais pas eu d'exemple. Je travaille depuis longtemps avec la FLD dans le cadre du site SPECAS. J'ai rencontré par exemple Jérémy Roubin il y a déjà 3 ou 4 ans, je pense, pour une longue interview. J'ai rencontré les juristes. J'échange régulièrement avec le service communication également. Et c'est vrai que j'ai senti que après l'expérience que nous avions eue l'année dernière avec Quartz, où on n'avait pas pu concrétiser ce qu'on avait souhaité, j'ai préféré me rapprocher d'un cadre juridique bien fixé, qui est celui de l'AFLD, qui applique le Code mondial antidopage. Et dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir de contestation d'aucune personne sur le cadre juridique. Et j'ai senti qu'il fallait être dans un cadre bien fixé, bien fort, pour pouvoir prendre des vraies décisions en cas de déviance. Donc, je me suis rapprochée de l'AFLD au printemps. Et je leur ai proposé d'être présents éventuellement sur le salon, puisque je savais aussi qu'ils étaient en cours de développement de projets destinés plus à la prévention et à, on va dire, monsieur, madame, tout le monde. Et voilà, donc le projet a mis un petit peu de temps à être monté, le temps qu'à la FLD, ils réfléchissent à l'opportunité de s'associer. Et en parallèle, effectivement, la démarche était d'obtenir plus de contrôle pour nos événements. Donc, on a monté ce partenariat. Maintenant, je peux laisser Jérémy Roubin répondre aussi, point de vue AFLD. Absolument. Pour nous aussi, c'est aussi une question de moment, hein, l'opportunité de nouer un partenariat. Je pense que, comme Odile Baudry l'a très bien expliqué, nous-mêmes, en tant qu'AFLD, on a connu ces dernières années une montée en puissance assez forte. On a longtemps, et c'était aussi le cadre juridique français, longtemps été cantonné, je dirais, à une mission centrée sur les contrôles et les sanctions, qui ensuite s'est enrichi des investigations en 2021. Et progressivement, par notre montée en puissance, on a réussi à diversifier nos missions et notamment aller de plus en plus vers l'éducation, la sensibilisation, la prévention, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, le fait de s'adresser aux différents publics sportifs, quel que soit leur niveau, pour les alerter, leur faire part de points de vigilance et bien les informer sur les règles. Donc, pour nous aussi, finalement, j'allais dire, c'était le moment de la maturité pour nouer ce type de partenariat. On était d'autant plus rassurés qu'on le faisait effectivement avec un événement sportif qu'on connaissait bien, dont on connaissait l'engagement constant, dont on savait j'allais dire l'identité de valeur en matière de lutte contre le dopage et de prévention dans ce domaine. Mais c'est vrai que pour nous, c'est tout aussi inédit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir comme un partenariat assez nouveau de part et d'autre, et ça correspond évidemment aussi à un temps de développement pour l'agence. C'est vrai que ces dernières années, et l'antidopage en France n'a pas fait exception. Beaucoup de l'actualité sportive a été tournée vers les Jeux de Paris 2024 et évidemment l'antidopage vis-à-vis de ses engagements internationaux a dû davantage se tourner vers le haut niveau pour satisfaire aux exigences internationales. Qu'est-ce qu'on peut garder, si j'ose dire, de cette montée en puissance en vue des Jeux l'année dernière? C'est aussi un héritage qui se diffuse à toutes les strates sportives dans notre pays. Ce qu'on a fait d'une certaine manière mieux vis-à-vis, en termes de prévention et d'éducation vis-à-vis des sportifs de haut niveau parce qu'il fallait les préparer à ces Jeux. Demain, on le doit aussi à d'autres types de publics sportifs qui le font dans d'autres cadres, pas forcément évidemment ceux des Jeux, pas forcément même dans un cadre fédéral. On doit s'adresser à davantage de publics parce qu'on sait très bien que le sport ne se limite pas à des structures fédérales. Donc c'est aussi pour nous intéressant d'aller vers des organisateurs qui ont l'envie de tenter aussi, parce que je pense que Christophe l'a très bien dit, il faut toujours voir les initiatives qui sont menées en ce qu'elles dénotent une intention de faire, plutôt que de voir tout de suite ce qui ne va pas. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, essayons, voyons, dans un milieu qu'on pensait tout à fait approprié
et un événement qu'on souhaitait tout à fait mettre en valeur dans le cadre de la prévention antidopage, parce qu'on savait qu'il y avait tout à fait un engagement ancien et constant dans ce domaine. Donc là encore, pour nous aussi, c'était finalement le bon moment et la sollicitation d'Odile Baudrier cette année, finalement, a été un peu le déclencheur de se dire et pourquoi pas, et au contraire, allons-y. Et j'espère vraiment que ça se traduira par vraiment un partenariat dans la durée, ou en tout cas aussi un exemple pour d'autres organisateurs sportifs, pour se dire finalement, sensibilisons tout le monde, parce que je crois que le message que Christophe tout à l'heure appuyé sur la sensibilisation collective, il est très important. Ces dernières années, on a beaucoup entendu parler de la responsabilité des sportifs. Elle existe évidemment, hein, c'est une responsabilité notamment à travers les contrôles antidopage, elle est incontournable, mais il faut vraiment que tous les environnements sportifs au sens très large, ils soient très sensibilisés, parce que les sportifs ne vivent pas en lévitation dans le milieu sportif. Je veux dire, les incitations, elles peuvent venir d'autres personnes, elles peuvent venir parfois de négligence ou de l'absence de prise en compte de la thématique par certains encadrants, ou voire d'incitation par d'autres. Et donc, il faut être très sensible et sensibiliser surtout les entourages au sens très large, les sponsors, les médias aussi, les organisateurs, les structures sportives, à la nécessité de prendre en compte l'antidopage. Voilà, l'antidopage ne vient pas de nulle part. C'est aussi des incitations qui viennent de relations très humaines, très professionnelles parfois. Donc, c'est important pour nous et c'était le bon moment. Et j'ai envie de dire, on s'est lancé et on espère que ça aura un résultat qui satisfera autant le festival Okai Templier que la FLD, mais j'ai pas trop de doutes, en tout cas au vu des bonnes intentions de départ de part et d'autre sur ce partenariat. Une autre question? Patrick Guérinet? Le micro est coupé pour Patrick, ton micro est coupé. Est-ce que c'est bon là? Vous Oui, m'entendez? c'est bon. On Ouais, entend, oui. bonjour. Donc Patrick d'Esprit Trail. J'imagine que cette décision, elle vient aussi de la situation qu'il y a eu l'an dernier avec les contrôles qui ont été positifs sur les anti-inflammatoires pour un paquet, enfin pour la moitié des élites, je crois, des 10 personnes qui avaient été contrôlées. Mais les anti-inflammatoires ne sont pas considérés officiellement comme un produit dopant, alors que c'est un fléau d'automédication qui est assez terrible, avec des conséquences, et on n'arrête pas de le répéter chez nous régulièrement, mais nos confrères aussi. Quelle va être comment ça s'appelle, la position de l'AFLD dans ce genre de situation? Alors, comme tu l'as rappelé, les anti-inflammatoires ne sont pas sur la liste des produits dopants. Donc, c'est vrai que l'année dernière, l'idée, c'était de travailler avec Quartz, avec lequel on avait travaillé déjà dans le passé, et d'adopter une position plus ferme. C'est-à-dire que si les contrôles révélaient l'utilisation d'anti-inflammatoires, on imputait une pénalité de 1 heure. Voilà, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation. J'en prends la responsabilité. Et du coup, quand j'ai formalisé cette idée d'une pénalité d'1 heure, j'étais à peu près certaine qu'il y avait 0 contrôle qui serait positif. Donc, en fait, je ne me suis pas vraiment interrogée sur la pertinence de cette durée, les conséquences, etc. Bon, après, à l'analyse, quand on se retrouve avec plusieurs personnes positives qui impactent forcément sur les résultats, également sur la distribution de primes financières, on arrive sur le problème juridique. Et il est évident que nous n'avions pas assez formalisé le relationnel juridique avec les trailers de haut niveau qui étaient présents sur l'événement, qui avaient participé à l'expérience Quartz. Bon, je travaille dans l'antidopage depuis 11 ans. Je sais que beaucoup se joue sur le juridique et que voilà, je savais que si on était attaqué sur la décision prise qui impactait sur une distribution de primes, on n'était pas armé. Et donc, on a préféré renoncer à sanctionner. Après, la deuxième lecture que j'ai faite, c'est que l'idée, ce serait quand même de bâtir un espèce de collectif, un peu comme le MPCC dans le cyclisme. Je trouve que ça aurait été intéressant de pouvoir réunir des organisateurs, des team managers, des athlètes d'élite ensemble pour montrer leur opposition aux produits qu'on appelle legal doping, donc anti-inflammatoires et corticoïdes.
Mais en fait, les premiers contacts que j'ai pris dans cette optique-là m'ont montré que ce serait un projet qui serait très long à mener, parce qu'en fait, on partait de très loin. Dans les discussions, on sentait que voilà, certains affichaient un discours et puis après un autre discours. Et pour différentes raisons, j'avais pas la force cette année d'essayer de faire cette union sacrée. Donc, j'ai réfléchi autrement et je me suis dit, en fait, le seul cadre qui vaut, c'est le cadre légal AFLD. Et donc, celui-ci, il peut pas être contesté. Après, voilà, l'idée de rebâtir un projet pour contrer également le legal doping avec une union sacrée de beaucoup d'organisateurs. Voilà, c'est un beau projet qui m'intéressera peut-être à porter. Mais voilà, la position de la FLD, Jérémy Roubin va l'expliciter par rapport aux anti-inflammatoires, parce que je sais que voilà, l'initiative qu'on avait menée l'année dernière a suscité quelques réactions à la FLD. Oui, effectivement. Alors, sans surprise, à mon avis, il faut bien distinguer les deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a le sujet strictement légal, entre guillemets, et comme le rappelait très bien Odile Baudrier, on sait très bien que la robustesse des procédures est souvent assez éprouvée lorsqu'il y a sanction, parce que naturellement, il y a beaucoup de moyens de défense qui sont avancés, donc il faut qu'on soit le plus rigoureux possible, et c'est ce à quoi on s'attache. Donc, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, effectivement, la liste des substances et méthodes interdites, comme on dit, c'est celle qui est fixée par l'Agence mondiale antidopage, et comme vous l'avez très bien dit, certaines substances n'y figurent pas. Voilà, cette liste fait évidemment toujours débat. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire elle est assez vivante et elle provoque des perceptions différentes. Elle est parfois le fruit aussi d'approches dans la durée. On a connu des substances, je prendrai par exemple le tramadol, qui a longtemps été sous surveillance avant de figurer sur la liste interdite. Donc c'est une liste qui évolue aussi, hein. Elle est pas figée. Elle fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Donc je pense que ce que disait à l'instant Odile Baudry est tout à fait justifié. Il faut surtout pas, pour ceux qui estiment qu'elle est incomplète, abandonner toute démarche de plaidoyer, comme on dit entre guillemets, ou en tout cas de conviction, parce que la question est rebattue chaque année. Donc, sur le plan strictement légal, nous, on s'en tient évidemment à la liste fixée par l'Agence mondiale antidopage. Mais là où je disais que c'était en deux temps, c'est que ça, c'est pour la partie, j'allais dire, contrôle et sanction. Il y a la partie préventive qui me semble aussi importante, éducative. Évidemment, la prévention et l'éducation antidopage, c'est à minima alerter sur les règles et donc sur les substances et méthodes interdites. Ça, c'est évident, c'est presque tautologique. En revanche, ce qui est intéressant aussi dans la logique préventive et éducative, c'est mieux comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent conduire à des vulnérabilités au dopage, voire au dopage, à l'incitation au dopage. Et dans ce cadre-là, je suis assez convaincu que quand on informe bien les sportifs, leur entourage, etc., sur déjà la liste des substances interdites, mais aussi les bons réflexes de manière générale. Par exemple, vis-à-vis des prescriptions médicales. Dans les prescriptions médicales, il y a évidemment des substances interdites, des substances qui ne sont pas interdites, mais dont on évoquait à l'instant, on peut considérer que l'usage peut devenir abusif. De manière générale, quand on donne les bons réflexes à avoir vis-à-vis des prescriptions médicales pour s'interroger sur le fait qu'effectivement, est-ce que j'ai bien une bonne prescription médicale? Attention, je ne pratique pas l'automédication. Voici quels sont les risques sanitaires de l'utilisation de certaines substances. Je pense que ça éduque de manière générale les sportifs à avoir un regard un peu critique vis-à-vis naturellement d'une pratique strictement et légalement interdite, mais aussi de manière générale sur leur propre pratique, qui est légalement peut-être autorisée, mais où ils peuvent se dire finalement, est-ce que je ne suis pas en train de ne plus correspondre à ce que je voulais en termes de pratique sportive. Donc c'est pour ça que l'éducation et la prévention, c'est pas simplement bien informer sur les règles antidopage, ça c'est le minimum, mais c'est aussi donner les outils aux sportifs pour s'interroger sur la pratique. Et j'ai bon espoir que quand on donne ces clés, quand on provoque la discussion, quand on provoque l'échange sur ce sujet-là, à un moment, peut-être, ça peut éveiller certains sportifs sur leurs bonnes pratiques et faire évoluer les mentalités. Voilà. Vous avez peut-être pensé que je suis optimiste, mais j'essaie parfois de l'être, parce que je pense que la prévention, elle n'est pas uniquement le duplique de la répression, elle est plus large dans son objet, et heureusement, elle doit provoquer des changements de mentalité ou de manière de penser. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'ai bon espoir que ça puisse susciter quelques sursauts vis-à-vis de sportifs ou de leurs entourages ou de leur environnement dans le bon sens du terme. Christophe Basson ? Ouais, si vous me le permettez, vous savez, les AINF, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est clairement aujourd'hui un problème français, quasiment. Ça veut dire que dans les autres pays, globalement, ils ne se posent pas autant la question. La preuve en est, c'est que, à mon avis, s'il y a autant de blocages auprès d'organisateurs, c'est que les organisateurs qui veulent être, notamment les plus grandes courses au monde,
S'ils veulent accueillir les meilleurs mondiaux, clairement, ils ne seront pas favorables à interdire les AINS. Clairement, sinon, ils ne les auront pas. C'est clair et net là-dessus. Par contre, je viens à interpeller, on se pose beaucoup justement la question des AINS, mais pour autant aujourd'hui, moi quand je regarde tous les plans de course des différents athlètes de haut niveau sur l'ultra, etc., je vois régulièrement, toutes les heures, prise de caféine à travers des gels, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, la caféine était encore un produit dopant. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. On le dit ouvertement, je prends de la caféine toutes les heures. Pourquoi c'était à l'époque sur les produits, sur la liste des produits interdits, c'est qu'on avait jugé que ça améliorait la performance, que c'était peut-être contraire à le sportif et que peut-être c'était dangereux pour la santé à certaines doses. Donc, et là, pour autant, on s'est rentré dans le truc, on se pose même plus cette question. Donc, moi, je reviens vraiment à ce que disait Jérémy. Je crois qu'il faut plus travailler la loi et la loi. Donc des gens essayons de sanctionner lorsque des gens prennent des produits interdits ou utilisent des méthodes. Après, il faut réellement travailler sur la prévention parce que si on parle de santé, on va même au-delà. Oui, on dit les AINS sont dangereuses. Ben, moi, le premier, je suis contre toutes les AINS. Mais sont-elles plus dangereuses que vous, médias, quand vous faites le focus sur une personne qui termine 170 bornes sur une seule jambe, courbée complètement sur un côté, et qui va passer 2 mois chez le kiné, et qui va coûter à la sécu, et qui va se faire du mal à la santé. Est-ce que là, on se pose la même question? Ben, j'ai pas l'impression, en fait. Donc finalement, posons-nous la question, pourquoi les gens font ce sport? Pourquoi les gens vont prendre des AINS? Pourquoi les gens sont contents de montrer qu'ils terminent cuits et que même dans les postes, ils en rajoutent encore plus? Pourquoi ils disent, ah ouais, j'en ai à un moment donné, j'avais des hallucinations, j'avais etc., etc. Réfléchissez à ce que recherchent les gens dans le sport. Et là, on va peut-être se poser la question de la santé. La santé, quand je parle de santé, c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et social. Et si on arrive à travailler là-dessus, sur les motivations des gens qui les amènent à faire du trail, si vous, peut-être, vous modifiez peut-être un petit peu de temps en temps, même si, à mon avis, certains sont sur la bonne voie, à mon avis, en termes de prévention, je parle bien, à valoriser plus du travail, etc., que finalement être le meilleur au monde, eh bien, peut-être qu'on ira dans le bon sens. Mais après, faire un focus sur la INS et tout l'acharnement qu'il y a pu y avoir l'année dernière, avec au départ qu'il y avait finalement une bonne intention, ça fait un peu mal parce que des gens qui ont souvent mis cet acharnement derrière n'ont rien fait de leur côté, ils sont juste là pour dire que ça va pas et qu'on va pas au bout des choses. Non, je crois, mais vous finalement, à ces gens-là, j'ai envie de leur poser, mais vous faites du sport pourquoi, vous? Si vous en faites, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour vous? Et là-dessus, il y a vraiment, et je crois que quand on dit ensemble pour un sport propre, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, être nickel sur la réglementation et la sanction si besoin, et après avec le reste, comment on fait pour ne pas amener les gens au dopage? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a quelques années, les meilleurs trailers, c'était des anciens skieurs alpins, c'était des anciens triathlètes, c'était des anciens cyclistes, c'était des anciens de tout ça. Aujourd'hui, les meilleurs trailers, depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans, ils sont en train de faire du trail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les meilleurs, depuis petit, pensent trail. Et aujourd'hui, il y en a plein qui pensent trail et devenir professionnels du trail. D'accord? Dont les motivations ont réellement évolué. Fred Bousseau qui veut prendre la parole. Ouais, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, par contre, on ne voit pas ta caméra. Mais bon. Ah ouais, je suis connaît, en mais... pur comme Christophe, je suis en vacances en Bretagne. D'accord. Juste, je voudrais apporter, je vais tout à fait dans le sens de Christophe, il le sait parce qu'on échange souvent, et Odile et Gilles aussi. Moi, je voudrais apporter une nuance sur 2 choses. Je pense que aujourd'hui, Pierre Salé avance qu'il y a 90% des gens qui sont dans une démarche dopante, qu'ils soient légal doping ou illégal doping, dont 80% en gros en légal doping. Sur les athlètes de haut niveau, on sait très bien que ceux qui veulent aujourd'hui, on parle, on commence à parler, c'est la rumeur qui circulait au mois d'août, de contrats à 7 chiffres. 7 chiffres, hein. Donc ça veut dire qu'on dépasse le 1 million d'euros. Donc ça veut dire que des gens qui veulent se doper, aujourd'hui, ont les moyens d'organiser leur dopage. On sait très bien qu'il y a des fenêtres de visibilité, alors je ne connais pas exactement le terme médical, pour se faire contrôler sur certains médicaments qui sont visibles un jour, 2 jours. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont aussi en mesure d'avoir des AUT, et ça je pense que c'est un vrai fléau, l'AUT aujourd'hui. On l'a vu sur la malheureuse, même si elle est responsable, Joylyn, qui finalement a utilisé le produit du pauvre, et que si elle avait utilisé peut-être un autre produit, ou bien sûr rien du tout, ou une AUT, elle serait passée au travers des mailles du filet. Mais surtout, ce que je veux dire aussi, c'est que pour suivre souvent l'arrière du peloton, parce qu'on parle souvent que des élites, et Christophe t'en parlait sur le côté je m'inscris à une course, et pourquoi je m'inscris, c'est en fait parce que déjà en m'inscrivant, je suis déjà un héros au moment où je m'inscris, vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis de mon entourage social,
un héros, et que quand je suis ce héros, il faut que ce héros aille au bout de sa démarche, c'est-à-dire aller au bout et ramener à la maison sa polaire finisher ou sa médaille. Donc ça, c'est souvent, on se pose pas les bonnes questions, effectivement, de pourquoi. Et moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont été sur les courses ultra récemment, autour des fonds de classement, hein, 35 heures, 40 heures, qui en fait se trouvaient à côté de gens à des ravitaillements où là on prend le temps de se ravitailler sur des tables et tout, on mange, on pique-nique, enfin on prend la soupe et tout. Et en fait, à chaque ravitaillement, j'ai eu plusieurs témoignages, me disaient que à côté d'eux, ils avaient des gens qui prenaient en fait des médicaments, et en fait le médicament qui était Doliprane et anti-inflammatoire à chaque fois faisait partie du menu. En fait, ils sortaient à chaque ravitaillement la plaquette de Doliprane, la plaquette d'anti-inflammatoire pour manger. Voilà, ça faisait partie du repas en fait. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux trucs, c'est d'aller faire la chasse à ces AUT plus ou moins légales parfois, et puis aussi, pourquoi pas, donc la question est pour la FLD, renforcer à la fois les contrôles sur les groupes cibles et les groupes contrôles des athlètes de haut niveau, mais aussi aller vraiment au fond du classement, parler à ces gens, parce que leur parler en amont, leur dire ouais c'est pas bien ce que tu fais, ils l'entendent mais ils l'écoutent mais ils l'entendent pas. Mais par contre aller leur dire quand ils sont en train de manger un anti-inflammatoire à chaque ravitaillement que finalement ils vont peut-être finir penchés comme tu le dis Christophe, en passant 2 mois chez le kiné ou tout simplement en insuffisance rénale à l'hôpital, est-ce que c'est pas là aussi qu'il faut aller toucher le cœur de peloton? Jérémy Roubin, si vous voulez répondre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je réponds en sens inverse, si j'ose dire. Je vais commencer par la dernière question. Oui, je suis assez convaincu que, de manière générale, un pur discours moralisateur, entre guillemets, vis-à-vis du public sportif n'est pas en soi utile. C'est plutôt comment trouver le bon moyen de parler et de toucher, si j'ose dire, les personnes, en leur faisant toucher du doigt, justement, les risques que présente le dopage, ou même des conduites qui peuvent conduire au dopage. Bref, les sensibiliser par des moyens qui leur parlent et pas simplement par un discours un peu, j'allais dire, formaté, qui ferait uniquement peur et qui dirait voilà la règle, vous avez franchi la ligne, parce qu'on sait à quel point parfois il y a toute une capacité de déni, une sorte de détour psychologique qui arrive à convaincre chacun que lui n'est pas en faute. Donc effectivement, moi je crois beaucoup à travailler des discours qui soient un peu plus fins, si j'ose dire, et qui effectivement touchent quelque chose des sportifs, de leur motivation première pour que l'éducation et la sensibilisation soient pertinentes. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. 2 choses sur les contrôles et sur les AUT. Alors, je commence par les contrôles. Oui, il y a encore un combat à mener sur la pertinence, le ciblage des contrôles, parce qu'on sait à quel point l'essentiel n'est pas de faire des contrôles, ça a un effet dissuasif naturellement, mais enfin, vis-à-vis de ceux qui pratiquent des protocoles de dopage, et ça, on y est confronté dans certaines de nos affaires, on sait qu'il faut développer énormément de moyens, qui d'ailleurs ne se réduisent plus aujourd'hui qu'au contrôle, qui aussi, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, qui s'étendent aussi aux investigations et aux renseignements. On a de plus en plus d'affaires où on a mobilisé non seulement du renseignement apporté par le mouvement sportif. Je rappelle toujours, on a une plateforme de recueil de renseignements, de signaux d'alerte qui s'appelle Fairplay et qui est largement nourrie année après année de personnes qui justement voient des comportements de certains sportifs ou de certains encadrants qui ne tolèrent plus et qui nous permettent, nous, d'ouvrir des investigations puis des enquêtes et donc de mieux cibler nos contrôles. Donc, c'est un travail de tous les jours et effectivement, c'est un travail très collaboratif. Je pense que de ce point de vue-là, on peut se féliciter au moins, parce qu'il faut aussi parfois voir les aspects positifs, des nouvelles capacités d'investigation et d'enquête qu'on a développées en France en matière d'antidopage qui sont assez inédites dans le monde, puisqu'on a des vrais pouvoirs de partage d'informations avec des institutions bancaires, par exemple, pour donner un exemple, ce qui nous permet quand même de mieux cerner certains profils, notamment dans les encadrants, mais ensuite de mieux cibler nos contrôles. Donc là, je suis d'accord, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est tout l'objet. Aujourd'hui, les sportifs qui sont dans les groupes cibles, les groupes de contrôle, notamment ceux du groupe cible, ont un suivi qui est quand même assez fort, puisqu'ils ont plusieurs contrôles par an, et j'allais surtout dire, et c'est particulièrement intéressant dans des sports d'endurance comme le trail, plusieurs contrôles hors compétition, à domicile, parce que c'est absolument déterminant pour assurer un suivi antidopage de qualité. On sait très bien qu'on ne peut plus se limiter au contrôle en compétition, et ça, c'est plutôt la force du modèle français d'avoir
permis, y compris sur le trail, des contrôles hors compétition, puisqu'on a des sportifs, des trailers qui sont dans le groupe cible désormais depuis quelques années. Donc, ça faisait partie de la montée en puissance du trail et de la montée en puissance de l'accompagnement de la FLD vis-à-vis du trail. Donc voilà, donc effectivement, j'allais dire, sur les contrôles, on s'affine de plus en plus et le trail n'a pas été laissé sur le bord de la route en France, en tout cas, notamment avec les instruments du groupe cible ou des contrôles, y compris à domicile. Dernier point sur les AUT. Alors, je voudrais vraiment lever quelques légendes urbaines sur les AUT pour qu'on soit très au clair sur l'évolution des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les AUT. Déjà, il faut remarquer qu'en France, on a progressé parce que pendant longtemps, on s'est singularisé, typiquement en France, avec ce qu'on appelait autrefois la raison médicale dûment justifiée, la RMDJ, c'était le nom dans le jargon, où, rappelons-le, jusqu'il y a encore maintenant 6-7 ans, un sportif pouvait quasiment s'en sortir en présentant une simple ordonnance. Voilà, on présentait une ordonnance, on disait c'est une prescription médicale, je caricature à peine, et ça valait absolution. C'était une spécificité largement française, auquel il a été mis fin justement parce que l'Agence mondiale antidopage nous a expliqué qu'il n'était plus possible de procéder aussi facilement et finalement d'avoir une exemption médicale, entre guillemets, sur simple présentation de l'ordonnance. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, effectivement, la seule manière de voir un test positif, entre guillemets, classé, c'est l'AUT, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Et ces AUT, en France d'ailleurs comme ailleurs, pour le coup, puisque c'est totalement harmonisé, lorsqu'on a une demande d'AUT et qu'on a un dossier médical complet, et parfois c'est sur ce point-là que les sportifs trébuchent, il est examiné, la demande est examinée par un comité de 3 médecins experts qui statuent sur des demandes anonymes, hein, donc ils ne savent absolument pas qui est concerné par cette demande d'AUT. Et effectivement, pour la FLD, le nombre d'AUT, toutes disciplines confondues, hein, donc sur tout le paysage sportif français, ça se révèle en fin d'année de l'ordre de quelques dizaines. Voilà, donc on est vraiment sur aujourd'hui un dispositif qui est quand même très limité, qui est plutôt une petite ouverture vis-à-vis de ceux qui se soignent réellement, et le nombre d'AUT pour lesquels on décide d'un refus, alors je les vois passer toutes, donc je les connais bien, c'est vraiment parce que soit il y a une amélioration de la performance à travers le traitement médical, soit pire, dans certains cas, la prescription médicale n'est pas vraiment justifiée, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même un contrôle qui est très fort. J'ajoute immédiatement en bémol, et c'est là que je reboucle avec la question des investigations, il ne faut pas qu'on soit naïf, il y a des sportifs, on a eu des cas ces dernières années, pas forcément dans le trail, mais dans d'autres disciplines, soit qui utilisent une AUT, c'est-à-dire que l'AUT est bien justifiée pour la prescription médicale, mais qui l'utilise comme une couverture pour une autre voie d'administration d'une substance interdite. On a eu un cas, il a été sanctionné parce qu'en fait, les analyses scientifiques montraient qu'il n'y avait pas de cohérence entre ce qu'il prétendait être pris par voie autorisée et ce qu'il n'était pas. Donc, on peut le détecter aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il a été sanctionné in fine par la commission des sanctions de la FLD. Et on a un deuxième cas, il ne faut pas être naïf non plus. On a eu des cas de falsification à travers des fausses ordonnances, des fausses attestations médicales, etc. Là encore, grâce à nos pouvoirs d'investigation qui nous permet d'échanger des données avec l'assurance maladie ou avec certaines administrations, on a pu détecter que c'était des faux. Donc effectivement, on est très vigilant parce qu'on sait que dans le spectre très élevé, si je veux dire, du dopage, c'est-à-dire ceux qui véritablement ont des protocoles, voire ont des méthodes très sophistiquées, on a face à nous des personnes qui n'ont très peu de scrupules, voire aucun scrupule, voire qui tenteront tout jusqu'au bout. Donc effectivement, on est de plus en plus outillés pour détecter les fraudes. Et sur les AUT, on est quand même de plus en plus rigoureux. Et je le dis, hein, les AUT qui sont délivrés par la FLD, c'est quelques dizaines par an. Après, ça n'empêche pas ceux qui, de plus ou moins de bonne foi, arguent d'un contexte médical. Et c'est là qu'effectivement, on tombe sur des cas problématiques parce qu'ils n'ont pas d'AUT, mais ils essaient d'expliquer un contexte médical. Alors parfois, il est attesté, ils n'échapperont pas à la sanction, c'est évident, ils ont peut-être une sanction moindre, mais ils n'échapperont pas à la sanction. Dans d'autres cas, plus malheureux, si j'ose dire encore, on a eu affaire à des contextes médicaux qui étaient, j'allais dire, presque créés de toutes pièces ou qui tentaient de justifier une prise de substances interdites qui n'avait aucun lien avec le contexte médical qui était avancé. Voilà. Mais évidemment, pour nous, c'est un sujet un peu épineux parce que généralement, il est très difficile au départ de faire le départ entre la réalité de bonne foi d'un contexte médical et l'utilisation à mauvais escient, si j'ose dire, d'un contexte médical. Une question de Clément Martel qui a levé la main.
Oui, bonjour, donc Clément Martel pour Le Monde. Vous avez mentionné la question de la venue des préleveurs sur les courses et une éventuelle évolution des règles pour faire participer les organisateurs au financement. Concrètement, par quoi ça passerait cette évolution? C'est la loi? Et est-ce que des discussions sont engagées? Et par ailleurs, le partenariat que vous montez permet de s'adresser à tous les sportifs, pas seulement les élites. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le dopage justement dans le trail, toutes catégories confondues? Et il y a eu une évolution justement au fil du gros développement de cette discipline? Jérôme, je vous laisse répondre, hein. Merci. Alors effectivement, pour commencer sur la première question, effectivement aujourd'hui, et c'est le modèle français qui n'est pas forcément répandu dans les autres pays. Le choix a été fait, mais c'est aussi l'historique et l'historique des scandales aussi antidopage. C'est on a un opérateur antidopage, une agence nationale qui est financée par les pouvoirs publics, qui s'adresse à tous les types de disciplines, à tous les types de compétitions. On l'a souvent dit, hein, la force de la FLD, c'est qu'elle peut aller contrôler n'importe quelle compétition sportive sans obtenir l'accord de l'organisateur, sans forcément que ce soit une structure fédérale. Bref, une compétence universelle, si j'ose dire, en matière de compétition sportive, y compris sur des sportifs étrangers qui participent à ces compétitions. Et ça, c'est vrai que c'est une spécificité française. Et donc, le modèle français s'est construit de cette manière où finalement, parce que le sport, on l'a jamais considéré comme une activité totalement privée, c'est une activité qui a un intérêt collectif, social, il fallait qu'elle soit régulée par la puissance publique. Et donc, c'était un opérateur public qui agissait d'initiative sur des fonds publics. C'est à peu près le modèle qui a été développé. C'est pas du tout le modèle, par exemple, qu'on a aux États-Unis, pour prendre cet exemple, ou dans d'autres pays, où, vous l'avez vu, on a une agence antidopage qui est financée, j'allais dire, essentiellement pour couvrir la famille olympique et paralympique. Et pour le reste, nous, des partenariats lucratifs, voire commerciaux, avec des organisateurs privés, sachant que du coup, ça dépend de leur bonne volonté. Donc en France, l'idée n'est pas de dire qu'on va s'acheminer vers ce modèle, parce que je crois qu'il serait totalement antagoniste à notre tradition. Ce que nous, on aimait comme idée, c'est demain, quand on a à la fois un opérateur public qui mène ces contrôles inopinés, qui assure de manière générale le traitement de l'ensemble des disciplines, ponctuellement, il pourrait s'engager dans des partenariats intéressants à la fois pour l'organisateur et pour l'agence antidopage, consistant à dire sur telle compétition, il y a des contrôles antidopage qui sont organisés par la FLD, par exemple, et qui sont pris en charge par l'organisateur. Là encore, pourquoi l'intérêt de l'organisateur sera notamment de démontrer à ses participants le cadre parfaitement propre, si j'ose dire, de sa compétition. Ça permettra aussi de faire appel à l'opérateur, j'allais dire, qui est déjà en place, qui donc a la compétence, a du personnel disponible. Ça, je pense, pour les organisateurs demain, ça serait un plus. Pourquoi pour la FLD, ça serait un plus? Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, tous les contrôles qu'on peut financer grâce au soutien d'organisateurs sportifs pour des compétitions, par exemple, c'est autant d'échantillons que sur nos fonds propres, on pourra allouer, par exemple, à des contrôles hors compétition. Si je prends le trail, on sait que c'est un débat assez ancien, c'est-à-dire finalement les contrôles en compétition, c'est bien, mais finalement l'efficacité vis-à-vis de la lutte contre le dopage, c'est les contrôles hors compétition. Donc c'est là, ça serait gagnant pour les organisations antidopage. Aujourd'hui, ce n'est pas le modèle qui a été construit historiquement en France. On espère, notamment à l'aune des modifications qui interviendront en 2026 à l'occasion de la transposition du prochain Code mondial antidopage, puisque tous les 6 ans, il y a un nouveau Code mondial antidopage, ce sera le Code mondial antidopage 2027. On espère que cette évolution pourrait faire son chemin, parce que je pense que ça pourrait être dans l'intérêt collectif à la fois de la FLD, mais aussi des organisations sportives qui pourraient être volontaristes. Voilà. Ça n'a pas vocation, à mon avis, à modifier totalement le modèle français. Ça a, à mon sens, vocation à l'améliorer et à étendre, si possible, nos marges de manœuvre pour être d'autant plus présent qu'on est soutenu par l'écosystème sportif. Voilà. C'est une proposition à ce stade tout à fait exploratoire qu'on pousse progressivement dans nos réflexions et dans les réflexions avec le ministère et j'espère qu'on pourra avancer sur ce terrain parce que je pense que ça répondra aux intérêts, comme je disais, à la fois des organisations sportives et des organisations antidopage. Pardon, et donc la deuxième question, j'allais oublier, pardon. La deuxième question sur l'évolution de dopage dans le trail, pardon. Sur l'évolution de dopage dans le trail, alors j'ai pas de chiffres particuliers qui permettraient de corroborer ou pas statistiquement, scientifiquement une quelconque évolution. La seule chose que j'observe, et c'est notre manière de réfléchir dans le monde des organisations de dopage, mais je pense que ça a été évoqué à travers les différentes interventions, c'est les signaux qui peuvent laisser supposer que les vulnérabilités au dopage, comme on dit, sont croissantes.
Et on en connaît les facteurs. Déjà, évidemment, c'est les sports qui requièrent beaucoup d'endurance ou de force, et dans le cas du trail d'endurance, parce qu'on sait qu'entre guillemets, le dopage présente sans doute un intérêt encore plus fort parce qu'il permet véritablement d'améliorer les performances. Donc, on sait déjà qu'on est sur un terrain voilà, propice, si j'ose dire, entre guillemets, où les incitations peuvent être d'autant plus fortes. Les autres critères qu'on a l'habitude de manier et qui vont accroître le risque de dopage et la vulnérabilité au dopage, c'est ce qui est évoqué au long des différentes interventions. C'est des incitations financières de plus en plus fortes, une visibilité, y compris médiatique, de plus en plus forte. Bref, des incitations qui peuvent conduire, pardonnez-moi l'expression, à un moment à perdre un peu la tête et à se dire que finalement franchir la ligne rouge, ça en vaut le coup, si vous me permettez cette formule un peu simplifiée. Et donc on sait que quand une pratique sportive se développe, quand elle devient de plus en plus visible, quand elle devient de plus en plus sujet à de l'intérêt financier, médiatique, sportif du grand public, les incitations croissent et donc il nous faut être de plus en plus présents. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il y a quelques années, on a franchi plusieurs paliers, et notamment un des paliers qui pour nous a été décisif, c'est l'inclusion de plusieurs trailers dans le groupe cible de la FLD, parce que c'était une manière de reconnaître que oui, il y avait des sportifs de très haut niveau dans cette discipline, et qu'à ce titre-là, il fallait les suivre particulièrement, non pas parce qu'on avait des suspicions à leur égard, mais parce qu'ils étaient arrivés à un tel niveau sportif qu'il fallait d'une certaine manière qu'on certifie leur performance ou qu'on s'assure d'un suivi antidopage à la hauteur de leur performance. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, on a marqué des étapes progressives, à tel point, pour vous citer simplement une évolution, pour donner une idée de la montée en puissance de l'accompagnement antidopage de cette discipline. En 2024, le trail, c'était en 12e position dans les disciplines sportives qui étaient contrôlées. Voilà, sur une centaine à peu près de disciplines qui sont suivies par la FLD. Donc, par exemple, il y avait plus de contrôle dans le trail qu'en natation, pour vous donner un exemple. Donc, ça montre quand même l'attention qu'on porte de plus en plus vis-à-vis du trail, non pas parce qu'on estime qu'il y aurait plus de dopage qu'ailleurs, mais parce qu'on sait que le contexte pourrait inciter, créer plus de vulnérabilité au dopage. Et donc, notre mission, c'est d'être de plus en plus présent pour accompagner cette montée en puissance. Voilà, c'est de notre point de vue l'analyse des risques, comme on dit, la situation qu'on voit sur le trail et qui explique peut-être cette présence beaucoup plus forte, en tout cas le côté FLD, dans cette discipline. J'ai Patricia, vous dites qu'il lève la main. Oui, ma caméra fonctionne pas malheureusement, mais j'étais venue faire un sujet il y a 2 ans, Odile, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur justement le dopage dans le trail. Et à l'époque, j'avais interviewé des gens de la FLD pour ce sujet. Il n'y avait pas de groupe cible à l'époque, puisque voilà. Et c'était il y a 2 ans, aujourd'hui il y en a que 6. Je me dis qu'avec 6 trailers dans le groupe cible, ça fait quand même pas une évolution dingue. Je voulais savoir pourquoi il y avait aussi peu de trailers dans le groupe cible. Merci. Alors, pour vous répondre, il faut toujours raisonner en termes relatifs. C'est-à-dire que le groupe cible aujourd'hui à l'agence, toutes disciplines confondues, naturellement, olympique, paralympique, hors mouvement olympique et paralympique, etc., c'est un peu plus de 200 sportifs. Voilà, donc il faut toujours le ramener à un élément d'ensemble. C'est-à-dire que c'est 6 sur 200. Voilà, donc toutes disciplines confondues. Donc en réalité, 6, ce n'est pas entre guillemets, si peu que ça, ou en tout cas en valeur absolue, ça a moins de sens qu'en valeur relative. Pourquoi vis-à-vis du groupe cible? Alors peut-être, je le rappelle pour tout le monde, le groupe cible, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur le groupe cible de l'agence. Le groupe cible de l'agence, effectivement, c'est ce qui va conditionner pour certains sportifs leurs nouvelles obligations de localisation, c'est-à-dire qu'ils vont devoir à la FLD nous donner un certain nombre d'informations, y compris très, très intrusives, hein, évidemment, puisque c'est le fameux créneau d'1 heure par jour qui conduit à donner une localisation très précise pour permettre des contrôles inopinés à tout moment. Donc effectivement, compte tenu des obligations très fortes que ça fait peser sur les sportifs, quelles que soient les disciplines concernées, le groupe cible est un instrument qu'on utilise avec parcimonie, parce qu'effectivement, on doit faire une balance entre l'intérêt pour nous d'avoir ces informations de localisation, mais également aussi les droits des sportifs pour s'assurer qu'on applique les obligations de localisation à des sportifs de très haut niveau. Donc c'est pour ça que le nombre de trailers, entre guillemets, est faible, entre guillemets, mais il doit être rapporté au nombre total. Voilà. Donc, si on rapporte vis-à-vis de toutes les disciplines, j'ai pas toutes les disciplines en tête, mais vous verrez que dans certaines disciplines, on est aussi à moins de 10 sportifs de la discipline. Voilà. Donc, il faut relativiser, si j'ose dire. C'est pas que le trail est sous-représenté dans le groupe cible. Au contraire, c'est simplement qu'on choisit avec parcimonie les sportifs qui y sont,
parce qu'en termes de respect des droits et libertés des sportifs, on se doit d'être en capacité de justifier pourquoi on a mis un sportif dans le groupe cible compte tenu des conséquences très fortes que ça fait peser sur sa vie privée. Voilà, c'est pour ça que si son absolu, ça paraît très faible, quand on le ramène à l'ensemble du groupe cible, ça note quand même que le trail a pris une place qui effectivement était totalement inconnue il y a simplement quelques années. Et ça, pour nous, ça a été une étape. Et d'ailleurs, je note, et je le note parce que c'est plutôt satisfaisant pour nous, je vous assure, c'est pas pour toutes les disciplines qu'on a ces réactions. Les premières inclusions dans le groupe cible de la FLD ont été bien accueillies par les intéressés, parce que je pense que plusieurs ont compris que c'était la reconnaissance de leur niveau sportif. Et je le dis parce qu'effectivement, parfois, on a des accueils un peu plus frais, on va dire, quand on décide de l'inclusion dans un groupe cible. Je crois que chacun a compris à ce moment-là que ça participait aussi de la reconnaissance et de la légitimation des performances qui avaient lieu dans le trail. Voilà. Une question de Gilles Bertrand. En fait, c'était pas une question, c'était juste une précision. Il faut jamais oublier que le trail, c'est pas une discipline à part entière. C'est une discipline qui est intégrée à l'athlétisme. Donc, en fait, les 6 sont à rajouter au nombre d'athlètes qui sont dans le groupe cible. Donc, je pense que le chiffre de 6 est plutôt important par rapport au demi-fond, par exemple. Je pense que la proportion est plutôt importante à ce niveau-là. Donc, je vois Chloé Rebaudot qui lève la main. Oui, bonjour. Tout d'abord, juste pour Jérémy, vous avez dit que le trail, c'était le 2e ou le 12e 12e, pardon. 12e. 12e, ça marche. Plutôt pour Odile ou Gilles, pardon, ce partenariat, c'est sur combien de temps qu'il a été mis en place, et concrètement par rapport à l'année dernière avec le programme Quartz, par exemple, est-ce que là, il y a eu des moyens, notamment financiers, qui ont dû être mis en place pour créer ce partenariat avec la FLD ou pas? Alors, le partenariat, il a été signé pour cette année. Effectivement, il y a un volet financier qui nous lie avec la FLD, puisque nous, on voulait contribuer donc à la lutte antidopage. Et donc, c'est à peu près les moyens qui avaient été développés l'année dernière pour le programme Quartz. Et après, je pense que l'idée, ça sera de s'installer dans la durée. Comme l'a dit Jérémy Roubin, c'est une nouvelle expérience pour tout le monde. De ce que je vois déjà du lancement de ce projet, il a été très bien accueilli. On voit qu'aujourd'hui, pour cette conférence de presse, il y a beaucoup de journalistes qui se sont accrédités pour entendre en parler. On aura également beaucoup de personnes qui seront présentes pour la conférence antidopage du samedi après-midi, donc avec Damien Roscio et Christophe Basson. On a des coureurs qui se sont inscrits, on a également des clubs sportifs qui se sont inscrits, des team managers aussi qui souhaitent être présents. On a aussi des exposants qui sont présents sur le salon, en particulier dans le domaine de la nutrition, qui sont intéressés. Donc voilà, il y a un mouvement qui est en train de se lancer. Après, voilà, l'objectif, oui, c'est de s'inscrire dans la durée, parce que c'est pas une démarche qui peut s'arrêter. En fait, le dopage, il est présent dans le sport tout le temps. La prévention, elle doit être tout le temps là. Et c'est un travail de très longue haleine et qu'il faut toujours poursuivre. Alors, Fred Bousseau, je lève la main. Oui, Jérémy, est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre le groupe cible et le groupe contrôle? Et on en voit parfois des coureurs qui disent que c'est eux qui ont demandé à faire partie de ces groupes, et il me semble que ça, c'est pas possible, que c'est l'AFLD qui décide de qui fait partie de ces groupes. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Absolument. Sur la deuxième question, je vous confirme. Le choix d'inclusion dans le groupe cible ou le groupe de contrôle, d'ailleurs, sont totalement à la main de l'organisation antidopage, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, la FLD ne fait pas exception. Et c'est une décision qui est fondée sur des données objectives, données sportives, évolution de la carrière, performance réalisée, etc. Donc, effectivement, c'est bien une décision de la FLD. J'accueille ça plutôt comme un aspect positif, que certains sportifs veuillent, revendiquent d'avoir été inclus à leur demande, mais voilà, sur le fond, en tout cas, c'est bien un choix de la FLD. Et je vous assure vraiment, j'y insiste parce que je pense que c'est tout à fait à l'honneur de la plupart des trailers qui sont fortement attachés. Le fait qu'on ait un accueil si
parfois enthousiaste de l'inclusion dans le groupe cible ou de la présence de contrôle antidopage est un fait parfois inédit. Hein. Je peux vous assurer, pour avoir maintenant 11 000 contrôles par an en France toute l'année, je peux vous assurer qu'on n'a pas toujours le même accueil, voilà, y compris dans les inclusions du groupe cible ou dans l'arrivée des préleveurs. Donc c'est toujours pour nous plutôt rassurant et ça dénote un bon état d'esprit. Sur la question de la différence entre le groupe cible et le groupe de contrôle, alors effectivement, historiquement, c'est le groupe cible qui existe depuis maintenant moins une quinzaine d'années. C'est effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, une inclusion dans un groupe qui fait que le sportif est tenu de donner à une organisation antidopage, quelle qu'elle soit, des informations de localisation, son domicile, son créneau d'1 heure par jour, son lieu d'entraînement, etc., etc. Et il est tenu de le faire. Et quand je dis qu'il est tenu de le faire à travers la fameuse application Adams, dont on entend souvent parler, parce que je dois avouer qu'elle s'est améliorée, elle n'a pas toujours été parfaite, loin de là, elle est encore perfectible, mais on entend beaucoup parler de l'application Adams de la part des sportifs. C'est dans cette application concrètement, qui est une application de l'Agence mondiale antidopage et que toutes les organisations antidopage utilisent, qu'ils rentrent ces informations. Et quand je dis qu'ils y sont tenus, c'est que si jamais il y a des manquements à ces obligations de localisation, c'est-à-dire concrètement, un sportif n'envoie pas un de ses trimestres de localisation, un sportif n'est pas présent lors d'un créneau, c'est les fameux no-show par exemple, lorsqu'il n'est pas présent à un créneau où il avait indiqué être présent, lorsqu'il ne nous donne pas toutes les informations, par exemple, il nous donne simplement l'adresse, mais le préleveur se présente en bas de l'immeuble, il n'a ni le digicode, ni l'étage, etc. C'est un manquement à ces obligations de localisation. Et lorsque un sportif du groupe cible a 3 manquements de localisation sur une année, sur 12 mois continus, il encourt une sanction antidopage comprise entre 1 et 2 ans de suspension sportive. Donc ça, c'est la particularité du groupe cible, donc qui est très contraignante, hein, il faut en être conscient vis-à-vis des sportifs, et qu'ils acceptent pour certains parce qu'ils savent que c'est la contrepartie de leur niveau sportif, mais qui nous permet concrètement d'avoir des données à jour pour organiser justement ces contrôles inopinés hors compétition, à domicile typiquement, à 6 heures du matin par exemple. Donc c'est très important pour nous, pour la crédibilité du programme antidopage. Ça, c'est le groupe cible. Le groupe de contrôle, c'est légèrement différent, même si ça relève du même esprit. C'est un groupe dans lequel sont inclus les sportifs. Ils ont aussi des obligations de localisation qu'ils doivent donner à l'agence. Alors, un peu plus réduite, ça va être typiquement leur lieu de résidence habituel, leur lieu d'entraînement. Donc, c'est des données moins nombreuses. Et surtout, la grande différence, c'est que si jamais ils ne respectent pas les obligations de localisation, il n'y a pas de sanction en tant que telle. C'est un groupe cible un peu dégradé, si vous me permettez l'expression. Que se passe-t-il, vous allez me dire, si jamais un sportif ne remplit pas ses données de localisation dans le groupe de contrôle? Tout simplement, à partir du moment où on constate que il y a une sorte de rupture du contrat de confiance, si j'ose dire, avec le sportif du groupe de contrôle, il va être proposé pour entrer dans le groupe cible. Et là, on va dire, bon, maintenant, à partir du moment où on n'est pas sur un mode collaboratif, mais on a des problèmes de localisation, pour nous, ça va devenir un peu suspect, de se dire, mais pourquoi le sportif ne transmet pas des informations de localisation? Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Donc, ça justifie son inclusion dans le groupe cible, et là, il va rentrer dans un système que je décrivais juste à l'instant, où ça va devenir coercitif, c'est-à-dire que s'il ne se soumet pas aux obligations de localisation, il risque des sanctions. Voilà, donc c'est ça un peu la gradation. En gros, on est à peu près dans les deux à des mêmes volumes de sportifs. On est à peu près 200 dans le groupe cible et selon les années, parce que ça évolue aussi en fonction des saisonnalités sportives, on est également autour de 200, 300 dans le groupe de contrôle. Voilà. Donc au total, on a, selon les années, évidemment avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, on en a un peu plus. On a entre 500 et 800, 1000, on va dire au maximum, de personnes qui sont à la fois dans le groupe de contrôle et dans le groupe cible et qui donc font l'objet d'un suivi plus particulier de la part de la FLD. Et ce système que je décris, il n'est pas du tout propre à la FLD, hein, il est le mode de fonctionnement de toutes les organisations antidopage de par le monde. Fabien Gargam qui lève la main, donc Fabien qui est chercheur à l'université de Paris-Saclay et également à l'université Penning en Chine. Fabien, on n'entend pas. Ton micro est coupé. Excusez-moi. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, merci de me donner la parole. J'avais plusieurs questions, mais je vais me limiter à une question. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Gilles Bertrand en faisant le distinguo entre l'athlétisme et puis le trail. Donc, on sait que dans la lutte antidopage, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des choses positives. Donc, je voudrais connaître comment collabore l'ONAD, donc la FLD,
et l'AIU, parce que l'AIU a beaucoup de réussite ces dernières années. Et c'est quoi le champ de responsabilité d'action entre l'AIU et la FLD en France? Alors, effectivement, on a une très bonne coopération avec l'AIU parce que c'est une organisation antidopage en pointe, hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'AIU vraiment est très offensive. Alors, on avait eu l'occasion d'en discuter avec Odile Baudrier. Il y a parfois des différences juridiques entre l'AIU et la FLD qui fait qu'on n'évolue pas toujours dans le même contexte. C'est ce qui explique, par exemple, que l'AIU soit plus offensive, notamment sur l'information du public dès lors qu'il y a un test positif, ce qui explique à l'inverse la prudence de la FLD dans la communication sur les cas disciplinaires parce qu'on est dans un cadre national beaucoup plus protecteur de la vie privée, etc. Donc, on a quelques différences, mais en tout cas, on a aujourd'hui un point commun, c'est qu'on a des programmes antidopage assez volumineux par rapport à d'autres organisations antidopage et surtout, on a des pouvoirs d'investigation assez forts. L'AIU a eu des pouvoirs d'investigation, la FLD a des pouvoirs d'investigation. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de points de contact, de collaboration opérationnelle. Je vais essayer de prendre quelques illustrations. Sur les contrôles, par exemple, lorsqu'on a des sportifs qui sont de niveau international de nationalité française, par exemple, on va avoir des échanges opérationnels avec l'AIU pour savoir qui le contrôle à quel moment. Voilà, pour éviter de faire des doublons, c'est-à-dire nous d'arriver le matin et l'AIU l'après-midi, par exemple, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, sauf à ce que ça soit une stratégie de notre part, mais ça n'aurait pas de sens. Donc, on a beaucoup d'échanges opérationnels sur les passeports biologiques, par exemple, des sportifs. On va définir qui a la garde du passeport. Et donc, on a un agrément général, un accord général avec l'AIU pour dire dans ce cas-là, si un sportif est dans le groupe cible, pour reprendre ce cas-là, de l'AIU, c'est l'AIU qui le gère en termes de suivi de passeport biologique, en termes de suivi des manquements de localisation, mais la FLD contribue. C'est-à-dire que si elle a un point d'alerte sur un passeport, elle le transmet à l'AIU. Si elle a un renseignement, elle le transmet à l'AIU, etc. Et on a eu un cas encore récent d'un athlète français qui a été sanctionné pour des manquements de localisation. Le dernier manquement de localisation, c'était un manquement de localisation qui avait été relevé par la FLD. Donc on voit très bien que la coopération fonctionne puisque certes, il y a une organisation antidopage qui est un peu chef de file sur certains sportifs, mais la FLD est en soutien. Et inversement, si je prends l'exemple inverse, l'AIU a un programme de compétition internationale assez important, notamment en France. Hein, c'est un peu comme le cyclisme d'ailleurs, on a un calendrier assez vaste et on a un partenariat assez fort avec l'AIU pour définir qui va aller sur les compétitions internationales, l'AIU étant sur les compétitions de très haut niveau en quelque sorte, la FLD, notamment comme prestataire parfois de l'AIU, allant sur d'autres compétitions et donc agissant pour le compte de l'AIU. Et donc on a un partenariat très fort aujourd'hui puisque l'AIU fait de plus en plus appel à nous, y compris pour ces contrôles hors compétition réalisés en France. Donc on est devenu, si j'ose dire, des opérateurs très intégrés et on en est très heureux parce que ça va plutôt dans le sens, dans l'intérêt à la fois de l'AIU et de la FLD. Ça, c'est pour les contrôles. Sur la partie investigation, on a des investigations pour lesquelles on partage du renseignement. Ça, c'est le premier niveau d'information. On a aussi des enquêtes, j'allais dire quasiment collaboratives, où on peut partager des informations parce que ça porte sur les athlètes de haut niveau. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité, c'était un des grands apports de 2021 avec les nouveaux pouvoirs d'enquête, non seulement on a des pouvoirs d'enquête, mais on peut partager le fruit de nos investigations, y compris les actes d'enquête qu'on réalise avec des investigateurs d'autres organisations antidopage. Donc, jusqu'à présent, on l'a plutôt fait avec l'ITA, notamment pour les Jeux de Paris. Mais demain, on peut tout à fait le faire avec l'AIU et en tout état de cause partager le fruit de nos investigations avec l'AIU. Donc c'est pour ça que on répond présent, si j'ose dire, en miroir en quelque sorte vis-à-vis de l'AIU. Et on est très heureux parce qu'en fait c'est assez gagnant-gagnant d'une certaine manière. On sait que plus on met en commun nos renseignements et nos outils, plus on avance. Donc du point de vue de la collaboration aujourd'hui, elle est au-delà même des attentes, si j'ose dire, purement juridiques de la communauté antidopage entre deux signataires du code antidopage. C'est une collaboration qui est concrète et qui est réelle. Et donc, je trouve que c'est plutôt un bon signal qu'on envoie du point de vue de la lutte antidopage dans les disciplines de l'athlétisme. Une question de Fred Bousseau. Ah non, c'est bon, j'avais tout. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Ok, donc Patrick Guérinet. Oui, j'en ai une petite dernière pour Christophe, si tu es encore là. J'ai l'impression qu'il est sorti. Est-ce que Christophe est encore là? Oui, il est là normalement. Christophe? Je pense qu'il a son micro coupé, le Christophe. Je ne le vois plus apparaître.
sur l'écran. C'est doré. Moi non plus, je ne le vois plus. Mais après, sur l'écran, on ne voit pas tout le monde, en fait. Ouais, ouais. Ah, ça y est, ouais, je vous reprends. Ouais. J'ai un problème de réseau en plus, donc c'est pour ça. Ok, super. Ok, Christophe, j'avais une dernière petite question pour toi par rapport justement à toute cette prévention que tu veux faire et au discours. Tu disais que ce que tu voulais surtout mettre en avant, c'est pourquoi est-ce que vous courez? Et là, on est un petit peu on va rentrer dans un débat qui pourrait être philosophique parce que tu mets en avant le côté un petit peu dangereux de vouloir être un héros, de s'afficher sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il y a un discours quand même qui est dans la valorisation de l'effort, le dépassement de soi, la notion de sortir de sa zone de confort. Comment tu fais pour faire cohabiter les deux? Parce que les gens vont te répondre ça. Un dépassement de soi, ça implique de sortir de sa zone de confort, donc avec un certain nombre de risques. Oui, tout à fait. Sachant que c'est en termes de notamment estime de soi. Vous savez, il y a la bonne et la mauvaise estime de soi. Alors c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais ça veut dire que la fausse bonne estime de soi, c'est j'existe aux yeux des autres. J'ai besoin d'être meilleur que les autres pour exister. C'est-à-dire que j'ai besoin du regard des autres. Il y a ce qu'on appelle, et à côté de cela, bien sûr, il y a la vraie bonne estime de soi. C'est tous les soirs, quand tu es devant un miroir, tu regardes tu te brosses les dents, et tu te dis ce que tu as fait de ta journée. Est-ce que finalement, tu as agi dans l'intérêt des autres et tu n'as pas agi que dans ton intérêt à toi? Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Alors, bien évidemment, hein, moi, je suis 100% pour le dépassement personnel, pour le développement, etc. La question, pourquoi on le fait? Est-ce que la personne fait une course comme l'UTMB pour que les gens les encouragent sur la ligne lorsqu'ils passent? Est-ce qu'ils le font pour les likes des gens qui les suivent depuis 3 mois? Ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent vivre un moment personnel, au fond d'eux, de dépassement? Donc, il y a quand même une sacrée différence entre les deux, même si à premier abord, les deux vont t'amener au dépassement. Mais est-ce que c'est du dépassement à tout prix? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien ce que je disais quand même tout à l'heure, il faut aussi sensibiliser les gens parce qu'on est dans une société d'assister, il faut le dire. On a une solution à tout problème. Ça veut dire que, mais il ne faut pas oublier, il faut rappeler parfois qu'en termes de santé, on a des droits, mais on a surtout aussi des devoirs. Et que là-dessus, il faut être parfois raisonnable. Et donc, on a le droit de se dépasser, on a le droit, mais jusqu'où on peut aller? Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'après, on le voit, hein, bien évidemment, hein, le yeux des autres, on le voit aujourd'hui, la place des influenceurs dans ce monde-là, il est énorme aujourd'hui. Il est énorme, la place des influenceurs là-dessus. Des influenceurs qui vont être bientôt, je dirais, même mieux rémunérés que des coureurs élites. Pourquoi? Mais ces gens, ils interviennent bien auprès des autres. Et ils existent bien aux yeux des autres, à travers les autres. Oui, eux, c'est effectivement le cas, oui. Mais alors pourquoi je dis ça? Alors on pourrait se dire, ben oui, mais finalement, mais où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème juste là, parce qu'à un moment donné, quand c'est pour soi, etc., on va être capable de dire stop. Alors, à partir du moment où il y a des gens qui vous attendent, ou que vous avez peur de décevoir, ou que, etc., ça peut vous amener à des... Parce que finalement, ce qui va se passer au bout, qu'est-ce qui est attendu? C'est pas toi d'être allé au bout de toi-même et d'avoir atteint ton résultat. C'est le résultat qui va être perçu par les autres. De toute façon, regardez aujourd'hui l'évolution du trail. Aujourd'hui, tu as beau être le meilleur mondial ou dans les 5 meilleurs mondiaux sur des courses de 20-30 km, tu n'existes pas. Tu es un finisher de l'ultra-trail, tu existes aux yeux des gens. Donc posez-vous la question, peut-être se poser la question, pourquoi tant de monde va vers le trail, l'ultra? Est-ce que c'est finalement parce que tant de gens adorent l'ultra-trail, ou c'est que peut-être finalement, il est plus facile d'exister en terminant un ultra-trail? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Avec plaisir. Donc, sur un plan plus général, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole pour interroger Jérémy Roubin, Christophe Masson ou moi-même. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Fabien Gargam. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être une dernière, je m'étais limité à une, mais je vais faire une deuxième parce que c'est une opportunité. Donc, Christophe Basson a parlé à juste titre, aller chercher le dopé et le dopeur. Donc, dans la lutte antidopage, on se focalise sur ce que j'appelle les fake performers, et puis après, l'entourage, les producteurs de fake performers. Donc, est-ce qu'il est prévu sur cette occasion, sur les stands ou lors de l'événement, de faire un focus sur ces gens-là
Parce que aujourd'hui, les athlètes de haut niveau ne se dopent pas tout seuls. Il y a un entourage pour les doper, pour les protéger, pour éviter certains contrôles, et même avec de la corruption dans certains pays, avec des contrôleurs antidopage, on connaît l'histoire. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est prévu de parler de ça? Parce que je pense que c'est un angle mort, et c'est très facile de parler des dopés, c'est-à-dire la dernière roue, dernier maillon de la chaîne, qui supporte les responsabilités. Mais derrière, on a vu un point d'actualité hier où, malheureusement, Bernard Sainz, docteur Mabuse, a été relaxé pour incitation au dopage, alors qu'on connaît son histoire. Donc, c'est ça le vrai sujet, et je ne sais pas s'il est prévu de parler de ça. Jérémy Roubin? Alors effectivement, ça serait un sujet très large, mais déjà sous l'angle répressif, parce qu'effectivement, je pense que les pouvoirs d'enquête que j'ai vécu tout à l'heure ont complètement changé la manière de voir. C'est effectivement, quand on avait que le contrôle antidopage, entre guillemets, même si ça reste un outil important, on se focalisait effectivement sur le bout de la chaîne, pardon de le dire comme ça, et donc sur la responsabilité finale et objective du sportif. Aujourd'hui, les pouvoirs d'investigation qui, quand même, je l'évoquais tout à l'heure d'un mot, permettent d'avoir des données bancaires, permettent d'avoir des données d'information avec par exemple des compagnies aériennes, permettent de partager l'information sur le colisage avec les douanes, etc., nous permettent de tourner nos radars, si je veux dire, aussi vers la deuxième rangée, pardon de l'exprimer comme ça, mais qui sont ceux qui incitent, aident, facilitent, encouragent, bref, il y a des degrés divers. Donc, du point de vue répressif, on a depuis quelques années, pour moi, changé totalement d'air dans la lutte contre le dopage, et ça nous fait changer aussi de point de vue. C'est-à-dire, je le vois y compris dans notre pratique des investigations, on a au début eu une logique de commencer les investigations à partir de sportifs. C'est logique, c'est un moment, il y a un contrôle positif, on environne, etc. Ça reste vrai. Mais de plus en plus, on rentre dans une logique produit et dans une logique circuit de distribution d'un produit et donc de personnes qui facilitent. Voilà. Donc ça nous conduit même à changer notre manière de voir en disant on ne part pas, si je veux dire, du sportif pour aller même vers l'encadrant, ce qui était déjà une première avancée, mais on va même directement à la source, pardon de l'expression, et ça nous conduira sans doute vers des sportifs. Voilà, donc il y a aussi des manières de faire, ce qui fait que sous l'angle répressif, clairement, ces dernières années, les pouvoirs d'enquête ont changé, y compris notre manière de travailler. Sous l'angle préventif, je suis tout à fait d'accord. Pour vous prendre un exemple totalement différent du trail, une expérience qu'on a eue lors des Jeux Olympiques de Paris, où on a pour la première fois formé à l'antidopage toute la délégation avec des obligations pour avoir l'accréditation de suivre certaines actions d'éducation. Qu'a-t-on constaté? Que les sportifs ont pleinement rempli et satisfait cette obligation et que c'était beaucoup moins vrai sur les personnels d'encadrement. Et effectivement, une de nos orientations sur notre plan stratégique 2025-2030, c'est de dire, évidemment, les sportifs sont des publics prioritaires et c'est normal pour l'éducation, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas que les encadrements, quels qu'ils soient, les entourages, les agents, les sponsors, les encadrements techniques, médicaux, etc., s'exonèrent ou ne se sentent pas concernés par l'antidopage. Et donc, pour nous, effectivement, c'est un public à aller chercher, encore plus peut-être que les sportifs qui viennent naturellement parce qu'ils savent qu'à un moment, le risque, si je veux dire, de serait-ce que disciplinaire pèse sur eux, c'est il faut convaincre tout le monde de leur responsabilité en matière de dopage. Parce que quand on crée un environnement, j'allais dire sain en tout cas, où il y a au moins des garde-fous, il y a des rappels réguliers, où il y a des sortes de barrières morales, en tout cas qui sont rappelées et des encadrements qui servent de corde de rappel, on est fortement convaincu que c'est moins favorable à du dopage. Donc effectivement, pour nous, c'est un sujet et c'est pour ça qu'on essaie aussi de diversifier dans notre communication et notre sensibilisation à des publics plus larges, parce que c'est tout à fait nécessaire et bien de s'intéresser, j'allais dire, un peu à la tête d'épingle qu'est le sport de haut niveau et les sportifs même de haut niveau. Mais si on ne fait pas d'action, y compris de sensibilisation ou j'allais dire, de mobilisation des autres cercles concentriques, en fait, finalement, on se condamne peut-être un peu à l'épuisement vis-à-vis de ce public qui n'est que la face émergée de l'iceberg. Donc, j'espère qu'à travers des actions comme celles qu'on pourra faire au Festival Local et Templier, à travers le colloque et autres, c'est aussi une manière de sensibiliser tous ceux qui ne participent pas à la compétition, mais qui tournent ou qui sont dans l'environnement sportif, ou même dans l'intérêt sportif, qui suivent ces compétitions et qui ont un intérêt, parce que ça nous semble tout aussi nécessaire que les sportifs in fine. Et de ce point de vue-là, il faut constater, mais ce n'est pas propre à la France, hein, c'est un constat qu'on partage avec beaucoup d'autres agences de passe, c'est parfois plus compliqué déjà de faire prendre conscience
à l'ensemble de cet environnement sportif, médiatique, de sponsors économiques, qui sont aussi un maillon de la chaîne antidopage et qui ont un rôle à jouer, ne serait-ce que dans la transmission des valeurs. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin, puisque ça veut dire aussi que nous tous organisateurs et tous médias, on est dans ces cercles concentriques dont parle Jérémy Roubin, et donc il y a notre responsabilité qui est engagée aux côtés des sportifs pour un sport propre et puis aussi pour leur santé, pour éviter qu'ils se mettent en péril, soit pour des données financières ou des données médiatiques. Voilà, merci beaucoup à... Ouais, juste, Odile, juste un petit mot, je peux? Non, c'est juste, je souhaite quand même alerter qu'il est vraiment urgent, je le dis sincèrement, avec toute sincérité, d'agir, parce que, ben voilà, durant le mois d'août, moi j'étais dans les Alpes, je pense que c'est pas passé inaperçu. Je crois que c'est la première fois dans le trail qu'on voit des inscriptions sur la route identifiant un sportif comme dopé. Moi, je viens du milieu cycliste. Ça m'a toujours fait mal de voir dans l'école toutes ces inscriptions qu'il y avait. Même si moi, bien sûr, je savais que je n'en faisais pas partie. Mais ça veut dire quoi en fait? Une inscription comme ça qui apparaît sur une route, ça veut dire qu'on commence à jeter le discrédit sur une discipline. Peut-être au début sur un individu, mais il ne faudrait pas que l'année prochaine, il y en ait 2, 3 sportifs qui soient ciblés et que finalement on se retrouve avec des parcours comme ça, avec plein de peintures et d'inscriptions qui discréditent complètement ces sportifs de haut niveau qui sont avant tout des sportifs de haut niveau qui s'entraînent, qui font des efforts et qui sont là voilà, pour faire le plus qu'ils puissent faire. Voilà. Donc je pense qu'il est urgent quand même de sensibiliser tout ce monde du trail. Oui, je suis d'accord avec Christophe. Et donc, je pense que là, c'est la responsabilité conjointe de nous tous. Et donc, bâtir l'union sacrée pour le sport propre. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et pour certains, rendez-vous au Festival local et Templiers le mois prochain. Bonne journée à tous. Oui, allez, merci. Bonne journée. Au revoir. Je sais pas comment on fait pour arrêter.